leur apprendre à s'organiser, à se rendre compte de leurs propres conditions. Parce que donc il y avait déjà tout ça, ça partait de loin. Et comme l'a dit la camarade, et moi je ferais le parallèle assez facilement quand tu vas dire que comme ça de but en blanc un ouvrier qui se fait exploiter mais comme un chien mais qui ça se trouve adore ce travail et il ne se rend même pas compte qu'il est exploité par son patron, qu'il est très content et il remercie son patron de lui avoir donné du travail. Il peut aussi réagir de manière très agressive quand tu lui parles de lutte des classes. Donc il y a eu tout ce travail éducationnel. Et sans dire que c'est un aveu d'échec, moi du coup, à la réponse l'anarcha-féministe de-t-il perdu aujourd'hui, c'est que justement la situation, elle a beau avoir changé sur certains aspects, pas du tout sur d'autres, ou alors pas du tout assez. Ce qui fait que on le remarque dans les organisations syndicales de manière générale, hein, si vous allez en manif syndicale, les cortèges syndicaux ils sont pas majoritairement féminins, ou alors ou alors elles n'ont pas autant de rôle de premier plan. Si je ne me trompe pas, par exemple Sophie Binet c'est la première secrétaire générale de la CGT qui est une femme. La CGT, bon ça n'a pas été créé l'année dernière quoi. Dans la fédération anarchiste, je crois, j'ai cru voir les chiffres, il y aurait 20% de femmes, simplement. Ah oui. Peut-être, ou grosso modo, je pense. Pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas des chiffres datent de quand, mais c'est à peu près cohérent avec ce que je connais. J'ai la phrase de Proudhon. Hein. Oh, t'as la phrase exacte. Ouais. Enfin, il y a plusieurs phrases. Hein, parce que oui, mais lui, il est fait. Son livre, c'est La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, où il dit « Je dis que le règne de la femme est dans la famille ». C'est quand même le premier anarchiste. Hein. Que la sphère de son rayonnement est le domicile conjugal, que c'est ainsi que l'homme, en qui la femme doit aimer non la beauté mais la force, développera sa dignité, son individualité, son caractère, son héroïsme et sa justice. Et il poursuit, une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. D'où le fait de devoir se libérer notamment des anarchistes. De ce point de vue-là, puisque oui, tu peux être contre le capitalisme, contre l'État, mais pour autant, tu peux avoir des biais sexistes, mais ça peut aller même plus loin en fait. Si tu veux, hein, moi Proudhon, j'en ai lu pas mal, donc il voyait les Noirs comme un moyen de production, tu vois. Voilà, il les considérait pas comme des êtres à part entière. Et c'est la même chose des femmes encore aujourd'hui qui sont considérées comme des sous-hommes. Les femmes prolétaires sont des sous-prolétaires. Et ça se voit aussi, parce que là on parle de la prostitution, mais des autres métiers féminisés qui eux entrent dans le cadre du salariat, qui sont des métiers qui sont en extrême majorité féminins et qui du coup sont très déclassés, ont bien moins de droits, etc. Je vais parler par exemple de ce que je connais, mais des aides à domicile. C'est un métier extrêmement féminin et c'est un métier où elles vivent une misère. C'est dans tout le cadre, c'est des inégalités salariales, économiques. Une misère économique. Oui. Mais cette misère économique, elle n'est pas due qu'à leur branche de métier. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi alors, cette branche de métier va vers les femmes. Et on revient vers l'éducation. Et donc c'est aussi toute une éducation genrée dans un système. Mais comme il était une éducation de classe aussi, le bourgeois est élevé à devenir un bon bourgeois et le prolétaire est élevé à devenir un bon travailleur qui se bat pas trop. Il me semble quand même qu'il y a une... Parce qu'on parle de façon un peu historique et patrimoniale de l'anarcha-féminisme, mais est-ce qu'il y a une modernité de l'anarcha-féminisme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des auteurs de référence qui défendent les postulats du féminisme libertaire? Alors j'en connais pas de tête, moi quand je m'informe sur ces trucs-là, je vais plutôt vers les organisations politiques et syndicales
qui produisent ce politique syndicale ou de lutte de manière générale en fait, ou des collectifs de femmes, de féministes libertaires. Je crois qu'il existe encore, je sais plus, en Italie ou en Espagne, des équivalents de Moreras Libres. Il y a Chiara Bottici. C'est un livre qui est sorti en 2022. Il s'appelle Manifeste Anarcha-Féminisme. Et il y en a une autre, une espagnole aussi. Attends, je pose la question, en même temps, je connais un petit peu. Mais voilà, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des formes d'organisation? Et alors, oui, excuse-moi, je voulais terminer. Et en fait, elle va sur un truc qu'on n'a pas parlé, c'est l'intersectionnalité. Et donc, en fin de compte, les femmes seraient victimes non pas d'une domination, le patriarcat, mais d'autres, d'une multitude, d'une ramification d'oppression, quoi. Voilà. Et c'est en cela que c'est assez nouveau quand même cette reviviscence de l'anarcha-féminisme aujourd'hui. Et ça date d'il y a 30 ans à peu près. Voilà, à peu près. Du coup, je pense que ce qui est intéressant avec l'intersectionnalité, Ouais. c'est compliqué à dire, c'est que du coup c'est une théorie du coup assez récente, cette théorie de l'intersectionnalité. Et cette théorie du coup qui parle du coup d'intersection entre diverses oppressions, mais c'est un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, une femme bourgeoise blanche, elle subit pas le capitalisme, elle subit pas le système raciste, mais elle subit le patriarcat. Un homme prolétaire, travailleur immigré, noir, il subit le système raciste, il subit le capitalisme, mais il subit pas le patriarcat. Et je pense que c'est une intersection en fait entre divers systèmes d'oppression, comme peuvent être le capitalisme, le patriarcat, le système raciste, etc. Qui ne subissent pas le patriarcat, c'est une question qu'on peut poser aussi. Savoir que lui, en tant qu'homme de société patriarcale traditionnelle, il doit rendre des comptes au-delà de son couple, de sa famille, aux autres membres de la famille et du clan, qu'ils soient sur place ou qu'ils soient ailleurs. Et il y a une dimension internationale à chaque fois, une dimension générale. Et il y a la notion de sens de l'honneur qui pèse sur les hommes dans beaucoup de familles. Et c'est le cas non seulement des migrants, ou non seulement des gens dans les pays plus ou moins lointains, mais ça existe, et c'est très fort. Hein. Et il y a un rappel à l'ordre constant, pensant aussi à ce qui se peut passer dans les classes, où il y a aussi un refus, dans le système scolaire, il y a un refus de l'enseignement scolaire, avec un discours que pourraient tenir les décoloniaux. Maintenant, c'est au nom de la préservation de l'islam, par exemple. Et puis c'est aussi parce qu'en face d'un certain nombre de gens, il y a surtout des femmes qui travaillent dans l'enseignement aujourd'hui, puisque c'est un métier déclassé. Hein, l'enseignement, c'est des métiers d'en bas. Hein, si on veut monter dans la hiérarchie socio-économico-culturelle, il faut trouver autre chose que d'être enseignant. Et donc là, il y a ces phénomènes de complexité qui font que par exemple un garçon ou des garçons dans une classe qui voudrait quand même apprendre quelque chose de la physique, des maths ou de l'histoire, ils ont du mal parce qu'ils doivent choisir leur camp dans un certain contexte, parce qu'il y a une obstruction qui peut être intersectionnalistement parlant, qui peut être à la fois d'ordre anti-État-nation française, puis aussi d'ordre sexiste, hein, et puis d'autres ordres qu'on pourrait rajouter en étudiant des cas. Donc il y a des enchevêtrements. Alors la notion d'intersectionnalisme est intéressante si on la développe d'une certaine manière, c'est-à-dire si on
on ne tombe pas dans le cloisonnement. Et si, comme on le fait dans le jargon universitaire ou médiatique d'ailleurs, on n'est pas pris au piège du saucissonnage des choses. Hein. Par exemple, moi ce qui m'effraie toujours, c'est qu'on parle, ah oui, c'est une dimension économique, sociale, politique, et puis je ne sais plus quoi. Bon, mais tout ça, c'est complètement il y a une interconnexion entre tout ce que par commodité ou par routine on découpe en petits morceaux. Et ce qui est sans doute porteur dans l'idée d'intersectionnalisme, c'est qu'on veut non pas exclure, mais intégrer des éléments qui étaient considérés comme des contradictions secondaires dans les années 70. Hein. La situation des femmes, oui, enfin c'est ce que les uns et les autres disaient. C'est secondaire, après, on verra, on va d'abord faire la révolution, et puis après, bon, ça ne vient jamais d'ailleurs, la révolution, ça a du mal à venir. Et au lieu de faire ça tout ensemble, dans ces différentes dimensions. Ça, c'est des généralités que je dis, mais il y a quand même ça qui est porteur dans ce qui était dit de cet anarchiste espagnol, c'est qu'il y avait l'idée de mélange, il n'y avait pas l'idée de cloisonnement. Hein. Et que si on prend les phénomènes de domination, la famille qui est très peu, enfin c'est le problème de la famille. La famille soit nucléaire, soit élargie, soit la famille traditionnelle, ultra traditionnelle clanique qui dominait énormément de sociétés du monde, y compris dans des classes hautes, hein, comme les familles de riches, super riches, les ultra riches, qui veillent à conserver la propriété de la famille, donc les mariages sont arrangés, enfin il y a des études des Charlots là-dessus. Il y a quelque chose, mais justement, la famille, c'est un lieu à la fois d'oppression, mais c'est un lieu de compensation, c'est un lieu de refuge aussi pour beaucoup de gens, y compris des dominés. Et si par exemple, dans beaucoup de sociétés, un certain nombre de femmes, bon, si je prends la Syrie d'aujourd'hui, telle qu'elle évolue, il n'est pas impossible que si les gens se trouvent mieux avec les islamistes, djihadistes, ils vont se trouver mieux. Et c'est sans doute ce qui se passe déjà avec les talibans. Si les gens se sentent plus tranquilles et qu'ils retrouvent un certain nombre de repères hyper patriarcaux, hyper oppressifs et tout ça, bon, ben, avec des gens dans les campagnes ou autres qui n'ont jamais goûté à l'école, enfin je parle des filles, hein, ou autres, bon, qui n'ont pas eu des idées occidentalisantes dans la tête, bon, bah, après tout, les gens s'en accommodent. Et puis, il y a dans les sociétés traditionnelles, et ça, c'est ce qui se passe quand on regarde, par exemple, l'excision, bah, c'est les grands-mères ou les belles-mères qui font le boulot. Bon, bah, c'est un pouvoir, c'est toujours ça de prix. Et puis, les mariages arrangés, ça passe par les femmes. Donc, il y a toute une redistribution qu'il faudrait intégrer aussi. Et on ne voit pas pourquoi des gens perdraient un certain confort, une certaine cohérence, une certaine tranquillité très relative pour des changements qui mènent vers l'incertitude ou qui, pour elles, ou eux, paraissent complètement bidons. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je fais référence à ces obstructions. Le discours sur les gens aliénés, oui, certes, mais si on leur fait le catéchisme, c'est pas bon non plus. C'est un système de domination, d'éveil. Bon, il ne faut pas s'étonner que les gens résistent. Ils résistent pour de mauvaises raisons, sans doute, pour des raisons qui sont critiquables, puis d'autres qui sont sans doute moins critiquables, qui sont une sorte de sens pratique, de bon sens. Voilà, les questions qu'on peut se poser aussi. Pour faire tourner la parole, peut-être, enfin, tu voulais peut-être un peu. Oui, non, moi je suis assez d'accord avec certains éléments que tu viens d'avancer, c'est-à-dire que, par exemple, une institution comme la famille, bon,
le mariage, on peut s'y opposer, mais dans le Code civil, c'est quand même un des textes où il y a une forme de solidarité, qu'on peut critiquer, entre hommes et femmes, qui est codifiée. Si on s'oppose à ce type d'institution, je pense qu'il faut aussi mettre en avant d'autres formes de solidarité. Et je me demande, c'est une question dans le mouvement anarcha-féministe, qu'est-ce qui est proposé comme autre forme de solidarité entre hommes et femmes pour sortir de ces cadres traditionnels qui sont critiqués. Dans le mouvement anarcha-féministe, mais même dans le mouvement anarchiste de manière générale, en fait, la société que l'on prône, c'est une société justement d'autogestion, où on se gère nous-mêmes, une société d'entraide, de solidarité, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et sur le cadre très spécifique de la famille, qui est prôné, mais pas que par les anarcha-féministes, mais par une bonne partie du mouvement anarchiste, c'est cette notion d'amour libre. L'abolition de la famille est quelque chose d'extrêmement théorisé dans le mouvement anarchiste depuis ses quasi débuts. Pas forcément toujours pour les bonnes raisons d'ailleurs, puisque on va revenir au mouvement masculin, etc. Mais du côté des anarcha-féministes, oui, c'est l'abolition de la famille, puisque la famille, comme tu le disais, Yannick, sur les clans, etc., les patriarcats, t'as tous ces rapports de force en fait entre les gens et dans lesquels les femmes sont toujours perdantes. Et c'est en cela que nous on prône une société de liberté et d'égalité. Une société égalitaire et libertaire. Il y a un truc qui connaît Malatesta. Il y a le premier livre que j'ai lu sur un anarchiste, c'était le livre de Malatesta, Article politique. Il y a un passage sur la question de l'amour, c'est très intéressant parce que justement il parle des anarchistes qui veulent remettre en cause la famille et il se pose la question, est-ce que c'est pas aussi dans la famille que l'homme fait le meilleur pour ses enfants enfin, il parle de l'aspect ce que la famille apporte aussi, peut apporter aussi de positif dans le cas de... Oui, qu'il faut compenser par d'autres moyens si on prône un système différent, enfin, il faut trouver d'autres organisations, d'autres... C'est intéressant parce que moi c'est le premier livre que j'avais lu et je trouvais que je soulignais beaucoup de choses, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans ce qu'il disait. Il disait que la justice, par exemple, c'était de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, enfin, il y a des phrases assez simples comme ça, et moi je trouvais que c'était très facile à lire à l'époque où j'ai lu ce livre. Et je trouvais que ça posait beaucoup de questions. Il y avait un article, une correspondance avec un gars sur la dictature du prolétariat, par exemple, très intéressant aussi. Enfin, il y avait plein de questions comme ça qui étaient posées que je trouvais intéressantes. Je conseille souvent ce livre-là, parce que souvent on me dit, on parlait de Proudhon tout à l'heure, Proudhon, moi je n'arrive pas à lire, quoi. C'est trop compliqué, c'est peut-être du français. Par contre, Malatesta, je trouvais que c'était très facile à lire. Et les anarchistes avaient aussi, les auteurs qui ont écrit, ils écrivaient beaucoup pour que le peuple les comprenne aussi, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait un manque de connaissances dans le peuple et tout. C'est Emma Goldman qui fait la préface du livre de Bergman, Qu'est-ce que l'anarchisme, où elle dit que Bergman s'adressait aux ouvriers avec essayer de parler d'une façon la plus abordable possible pour être compris des gens de la classe ouvrière, quoi. Je trouve cette démarche intéressante chez les anarchistes. Et je pense que s'il y a des féministes aujourd'hui qui s'intéressent à l'anarcha-féminisme, c'est peut-être parce qu'elles posaient les bonnes questions, tout simplement. Déjà à leur époque, par rapport à... Non, je suis le camarade qui voulait parler juste avant. D'abord, je voulais juste faire une remarque parce que du coup, je sais pas si... Mais le discours que tu as tenu, en fait, j'ai rien compris. Du coup, je me suis senti super bête. J'ai déversé... Ouais, je me suis senti super bête. Du coup, la poubelle, je sais pas s'il y a que moi... Non, mais c'est pas... Mais du coup, non, c'est pas contre... C'est pas du tout contre toi, mais Non, c'est pas embêtant parce que... Vous pouvez le laisser... Camarade, vous pouvez le laisser finir de parler. C'était juste sur ça. Et
Sinon, dans la réflexion, du coup aussi, on commence par de toute façon faire le constat de cette lutte de classe entre hommes et femmes. Et du coup, pour abolir, c'est aussi à cet endroit-là qu'il y a quelque chose, tu vois, pour abolir ces classes qui sont finalement très construites, mais je trouve ça, à imaginer, je trouve ça très compliqué en fait. D'imaginer de supprimer cette construction sociale, la classe homme et la classe femme, même si... et du coup, forcément, c'est le mouvement queer un peu qui me fait penser à ça, ou des choses comme ça. Et je sais pas, c'était juste un peu ma réflexion que j'avais, parce que vous avez envie de rebondir là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de question particulière, mais de dire que ça pourrait... Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer un peu moi, sur le mouvement queer, parce que j'arrive pas à cerner, à saisir. Alors le mouvement queer, c'est un mouvement... Est-ce qu'il y a un rapport un petit peu comme avec l'anarcha-féminisme, j'ai l'impression. Bah, le rapport, c'est notamment l'intersectionnalité. Ouais. En gros, le mouvement queer vise à l'abolition du genre. D'accord. Donc, c'est les non-binaires? Pas que. Pas que. Le mouvement queer, en fait, à la base, queer, c'est une insulte. D'accord. Qui veut dire bizarre, etc. Et qui traitait dans le même gros paquet les homosexuels, les personnes trans, toutes les personnes qui ne correspondaient pas en fait à des critères du moins qui ne correspondaient ni totalement à la classe femme comme le patriarcat l'a construite, ni à la classe homme. Mais c'est pas simplement basé sur des critères génitaux. Avec le phallus pour l'homme, le vagin pour la femme, c'est pas que ça. Tu peux très bien avoir un corps d'homme, un corps biologique d'homme, et te sentir femme. C'est ça, non? Bah oui, ce qu'on appelle du coup les femmes trans. D'accord. Du coup des femmes transgenres. Qui sont pas queer. Bah, le terme queer en fait c'est un terme parapluie extrêmement large. D'accord. Donc après la différence entre une femme trans qui serait queer et une femme trans qui ne le serait pas, c'est comment elle se considère en fait. Enfin, elle sera considérée comme queer par la société de manière générale dans tous les cas, mais c'est comme je le disais justement, par exemple du coup une femme trans, c'est du coup quelqu'un qui passe de la classe homme à la classe femme, qui transitionne. D'accord. Mais qui sont vus comme moins que des femmes. Tu vois, on parlait d'un sous-prolétariat tout à l'heure. C'est vu comme des sous-femmes, sous pas mal d'aspects. Du coup, elles subissent des agressions parce que femmes, elles subissent des agressions parce que trans. Enfin, tu vois, on est toujours dans cette intersectionnalité. Comme un homme trans, donc quelqu'un qui est né et qu'on a assigné femme et qui se reconnaît comme homme, et du coup n'est pas considéré par la société comme un homme du coup cis. Cis c'est l'opposition à trans. C'est en gros quelqu'un qui se reconnaît dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Et du coup sera considéré comme un sous-homme dans la catégorie. Tu vois. Mais cependant, en atteignant entre guillemets la classe homme, ses intérêts peuvent diverger avec les femmes de manière générale. Et c'est en cela que le système est plus complexe que homme-femme, mais comme le système capitaliste est bien plus complexe que juste bourgeois-prolétaire. Parce que dans il y a des prolétaires très aisés et qui ont un encore plus gros salaire, qui ont des plus gros privilèges, etc. Comme des prolétaires qui sont SDF, travailleurs immigrés, etc. Et comme dans les bourgeois, tu as les petits bourgeois comme les artisans, jusqu'à Bernard Arnault, tu vois. C'est extrêmement large et c'est bien plus complexe. Et c'est pas très facilement. Enfin, c'est compliqué de le résumer aussi facilement que quand tu mets bourgeois, prolétaire ou homme, femme.
moi j'avais une question, parce que tu avais l'air, tu dis que c'était une question fermée, ouais. la part de l'anarchisme. Je ne sais pas si tu peux être plus précise par rapport à la part de l'anarchisme, parce que peut apporter l'anarchisme au féminisme, et tu avais l'air d'être négative. Ah non, non, moi, en gros, la question que je posais et que j'avais écrite dans les questions qu'on aurait pu se poser, etc., pour tenter de lancer le débat quand j'avais écrit le texte d'appel à la causerie, c'était est-ce que l'anarcha-féminisme est encore pertinent aujourd'hui? C'est une question qui paraît très ouverte, mais qui à mon sens est très fermée, parce que oui, à mon sens, l'anarcha-féminisme est plus que pertinent aujourd'hui. C'était dans ce sens-là. Ouais, oui, oui. T'inquiète pas. J'étais un peu comme toi. Je me suis mal exprimé, pardon. Et je trouve qu'il y a aussi la question, il me semble, dans ce que tu abordais, de savoir ce que les différentes luttes, est-ce qu'elles peuvent s'apporter des choses? C'est vraiment une question qu'on se pose, parce que moi j'ai été plutôt dans le milieu féministe, et j'ai essayé d'aller voir ailleurs, et en fait j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à créer des alliances par ces cloisonnements, en fait, et qu'il y a une déperdition en termes d'énergie de combat et de lutte, en ayant du mal à créer ces liens. On essaye, dans le milieu féministe, de créer ces liens entre les différentes... c'est tous ces sujets. Enfin, il y a tous les sujets que je retrouve ici, que ce soit l'écologie, donc la révolution, la question de la révolution, la question de savoir comment abolir... voilà, donc le féminisme... mais il y a une vraie difficulté, en fait, à expliquer les liens. On est obligé d'aller beaucoup en discussion, en séminaire, en conférence, pour intégrer, et même en faisant cet effort-là, quand on doit l'expliquer dans la rue, quand on va dans les marchés, où on a du mal à expliquer, à argumenter et à conscientiser les liens qu'il y a entre toutes ces luttes-là. Et puis il y a aussi, c'est normal, un entre-soi, c'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement entre tous ces milieux-là. Enfin, je caricature, il y a peut-être plus de liens faciles entre les anarchistes, les communistes, les marxistes, mais je vois que dans le milieu féministe, on peut avoir du mal à aller dans d'autres milieux et à aller s'inspirer, s'enrichir d'autres pensées, justement pour pouvoir être encore plus structuré dans la pensée et plus consciente de ce qu'on peut faire, quoi, de ce qu'on peut, comment on peut argumenter et comment on peut s'unir aussi dans les mouvements sociaux. Il y a quelque chose qui je trouve un peu frustrant aussi à ce niveau-là, parce qu'on ne voit pas très bien comment créer ces liaisons. Alors, je pense, enfin, j'ai pu lire que dans certains milieux féministes, mais pas que, il y a déjà le postulat de réunions non mixtes. C'est une certaine étape de la construction de la pensée féministe. D'accord. Parce qu'on est obligé, en fait, à un certain moment. Excuse-moi, je peut-être le dire, mais il y a le 8 janvier. Ah oui, oui. Le 8 janvier, il y a une autrice qui présente son livre. Moi, je suis sur la liste. Ah, d'accord. Je reçois les mails. Son livre, c'est Emprisonné, et l'autrice viendra. Eh bien, super. Oui, c'est Audrey Guillère sur son livre Emprisonné, qui fait du coup les témoignages et le parcours de différentes femmes, justement, qui... prisonnières dans plein de prisons dans le monde. Et donc tu disais le préalable de la non-mixité. En fait, c'est une étape dans la... En fait, on est obligé de constater que les femmes ont énormément, sans en être conscientes forcément, de mal à s'exprimer dès qu'il y a des hommes. Elles sont bloquées, quoi. En fait, c'est vraiment un effet inhibant sur beaucoup de femmes. Donc, pour pouvoir leur libérer leurs pensées et leur permettre de formaliser leurs pensées, leur opinion à elles, c'est une étape, en fait, qu'on est obligé de prévoir dans les rassemblements féministes, quand on est là pour réfléchir une stratégie de lutte et aussi comprendre, en fait, conscientiser, et ben, en fait, c'est une étape par laquelle on est obligé de passer. Et en même temps, tu dis que c'est frustrant parce que
par exemple, la parole des hommes pourrait aussi apporter quelque chose. Alors, il y a différentes étapes en fait. Donc, il y a eu des étapes comme ça justement au préalable de certains mouvements féministes à l'étranger, où il y a notamment en Italie, quand ils ont voulu essayer d'organiser et de réunir, de créer des liens au niveau européen. Bon, mais il y a eu des phases de non-mixité justement parce qu'elles étaient vraiment dans une phase d'élaboration d'une stratégie féministe en fait. Et sans ça, bon, voilà. Et après, comme il se passe ici à Rennes, il y a des demandes et il commence à inclure les hommes à certaines phases. Bon, de toute façon, chez nous toutes 35, n'importe qui peut venir chez nous toutes 35. Hein, chez qui tu dis? Chez nous toutes 35, qui est le collectif féministe le plus représenté à Rennes. Voilà, et on n'est pas contre les hommes. Par contre, on est obligé en fait de faire attention qu'ils ne viennent pas réinstaurer en fait une domination et notamment la prise de parole. Ouais, c'est extrêmement. Enfin, on est obligé de constater en fait que dès qu'il y a des hommes, ils accaparent la parole. C'est eux qui prennent le plus, même s'ils sont minoritaires en nombre. Et comme je disais aussi, voilà, tout à l'heure, du coup, dans un mouvement anarchiste, c'est la même chose en fait, dans le mouvement ouvrier de manière générale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, durant longtemps, déjà, les chambres syndicales étaient interdites aux femmes. Durant longtemps, aujourd'hui, bon, ça a un peu changé, et encore, il y a, enfin, tu vas dans une réunion syndicale, tu peux comptabiliser en termes de temps de minutes de parole le nombre le temps où des femmes parlent et le temps où des hommes parlent, alors qu'ils sont peut-être même pas forcément une majorité. T'as ça, et puis même dans la prise de décision, à quel point tu prends en compte ce que peut dire, parce que c'est bien le temps de parole, mais c'est aussi prendre en compte ce que peuvent dire des femmes. Et à la fois dans ces cloisons, en fait, elles viennent pas de nulle part, en fait, elles ont été construites plus ou moins de manière consciente, que ce soit dans les chambres syndicales, les organisations politiques. Qui sont soit majoritairement ou pas que en fait composés d'hommes. C'est là c'est là notamment que ces réunions en non-mixité, donc par exemple seulement entre femmes, mais il y a la même chose par exemple dans les luttes antivalidistes, donc des luttes des personnes handicapées contre les oppressions qu'ils et elles subissent en tant que personnes handicapées, où ces personnes vont s'organiser notamment en non-mixité de personnes handi, justement pour pouvoir avoir élaborer leur propre stratégie, élaborer leurs propres idées, sans que quelqu'un valide, entre guillemets, vienne leur expliquer leur vie, vienne leur imposer un point de vue sur ce qu'ils et elles vivent au quotidien. Est-ce que dans ces réunions où vous participez là, est-ce que la parole se libère du coup vraiment ou pas? Est-ce que la parole se libère dans les milieux féministes que vous fréquentez? Alors, en fait, c'est terrible, mais même dans le milieu féministe, en fait, il y a de l'oppression. En fait. Donc il y a des personnalités dominantes, dominatrices et des grandes gueules. Ouais. Enfin. Bon, et en fait, comme partout, comme j'allais dire, dans les milieux associatifs, quand on va dans les milieux militants, associatifs, partout, voilà. C'est les gens qui parlent mieux, qui... Et même dans le milieu féministe, on est censé peut-être avoir plus conscientisé les rapports de domination, mais en fait, entre femmes ou entre... Donc il y a des rapports de pouvoir. Il y a effectivement, et il y a souvent des noyaux décisionnels qui prennent l'autorité et qui peuvent avoir une posture très autoritariste en fait et qui inhibent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, donc des femmes qui vont essayer d'intégrer notamment le 35 et qui n'arriveront pas à cause de ça. Qui finissent par s'en aller parce qu'en fait... Il y a quelque chose qui est trop... Ça c'est inhérent à tout le milieu. Mais c'est ce que à force d'aller dans différents endroits et de voir comment même ça dans fonctionne, nos milieux. En
fait... Ceux qui ont... Il n'y a pas beaucoup de... Moi, je regrette que dans le milieu libertaire, par exemple, il n'y a pas beaucoup de prolos, quoi, d'ouvriers. Enfin, par rapport à une époque. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de l'Espagne, des femmes libres. Là, elle, justement, ce qu'elle voulait, c'était rester sur des bases de lutte de classe, comme les hommes, mais tout en sachant qu'elles avaient leurs propres revendications de femmes à faire valoir, même avec des hommes qui étaient sur les mêmes bases qu'elles. C'est intéressant les témoignages de cette époque.